Voici le plan du cours. Après quelques rappels et définitions, nous présenterons les acteurs de la traduction, puis les grands principes et les mécanismes moléculaires impliqués. Ensuite, nous aborderons les modifications post-traductionnelles des protéines. La traduction est l'étape de synthèse des protéines par les ribosomes à partir de l'information génétique contenue dans les ARN messagers. Chez les eucaryotes, la traduction se déroule dans le cytoplasme. Elle a lieu une fois que la transcription des gènes en ARN messager est terminée et que les ARN messagers ont été maturés. Les protéines sont des molécules constituées d'acides aminés qui jouent un grand rôle dans la structure et le fonctionnement cellulaire. La traduction est le phénomène qui permet la synthèse des protéines à partir des ARN messagers matures. Il y a lecture de l'information génétique portée par les ARN messagers à travers le code génétique. La synthèse des protéines commence par leur extrémité N-terminale. Cette synthèse de protéines se fait soit sous format libre dans le cytoplasme, soit liée dans le réticulum endoplasmique. Les acteurs de la traduction sont d'abord les ARN messagers. Les ARN messagers ont été transcrits dans le noyau à partir de l'ADN. Ils sont composés des bases adénine, uracile, cytosine et guanine. Ils ont été maturés. Une coiffe en 5' a été ajoutée, une queue poly-A en 3' et les introns ont été épicés. Les protéines sont constituées d'acides aminés. Ces acides aminés sont des éléments chimiques qui comportent une fonction chimique acide en bleu, une fonction amine en rouge, portée par un carbone, relié à un radical. Ces radicaux sont des structures chimiques qui vont être différentes d'un acide aminé à l'autre et vont leur donner leurs propriétés. Il existe 20 acides aminés différents. Certains sont des chaînes carbonées, comme l'isoleucine. D'autres ont un radical qui comporte des noyaux aromatiques, comme la phénylalanine. D'autres sont des chaînes carbonées qui comportent des fonctions chimiques particulières, comme ici un groupement sulfate, ou bien des fonctions amines, ou bien des fonctions acides. Les acides aminés sont reliés entre eux par une liaison peptidique. C'est une liaison formée entre l'acide d'un acide aminé et le groupement amine d'un autre acide aminé. L'extrémité N-terminale est l'extrémité où l'acide aminé a une fonction amine libre. L'extrémité C-terminale est l'extrémité où l'acide aminé a une fonction acide libre. On parle de fonction carboxy-terminale. L'enchaînement des acides aminés liés par des liaisons peptidiques forme les peptides.
le code génétique est le code qui permet de lire l'information génétique contenue dans les ARN messagers. Les acides aminés à ajouter pour la synthèse peptidique sont définis par un triplet de nucléotides. Par exemple, le triplet CAU désigne l'histidine. Ce tableau est un tableau de lecture du code génétique. Pour trouver à quel acide aminé correspond un triplet de nucléotides, il faut utiliser les 3 entrées de ce tableau. La première entrée de ce tableau est à gauche et désigne la première lettre du triplet. Par exemple, le C pour le codon CAU. Mon codon commence par un C. Je vais donc travailler dans le deuxième paragraphe de ce tableau. Ensuite, la deuxième lettre de mon triplet CAU est un A. Je vais donc utiliser la deuxième entrée du tableau qui est verticale. Et je vais donc me placer dans la 3e colonne du tableau, à l'intersection, donc entre le 2e paragraphe et la 3e colonne. La dernière lettre du triplet CAU est un U. Grâce à la 3e entrée du tableau, qui est écrite à droite de ce tableau, je vais pouvoir choisir la ligne qui correspond à la 3e lettre de mon triplet. Le triplet CAU correspond bien à l'histidine. Les ARN de transfert permettent la traduction. Ce sont des ARN de 80 nucléotides environ qui sont transcrits par l'ARN polymérase de type 3. Ils ont une structure en forme de T. Ils possèdent une séquence de 3 nucléotides, l'anticodon, situé en bas de l'ARN de transfert, qui permet de lire un codon de l'ARN messager, en s'y appariant de façon très spécifique. À l'extrémité 3' de l'ARN de transfert, ils peuvent porter un acide aminé spécifique qui correspond à leur anticodon. L'activation des ARN de transfert se fait par des enzymes appelées aminoacyl ARNT synthétase. L'ARNT activé a chargé l'acide aminé correspondant à son anticodon au niveau de son extrémité 3', qui se termine toujours par CCA. On parle alors d'aminoacyl ARNT. Par exemple, l'ARNT du tryptophane doit lire le codon UGG qui correspond à cet acide aminé. L'anticodon qui s'apparie de façon spécifique et complémentaire avec ce codon est donc ACC. L'anticodon de l'ARNT du tryptophane est ACC. Cet ARNT, quand il sera activé, aura chargé un tryptophane au niveau de son extrémité 3'. Cette activation permettra son utilisation dans la traduction. L'ARNT possède une structure avec plusieurs boucles.
La boucle de l'anticodon, ici portant l'anticodon UAC, notez que je lis cette séquence dans le sens 5', 3', qui est le sens de lecture conventionnel des séquences d'acides nucléiques. Cet anticodon UAC permet de reconnaître sur un ARN messager le codon GUA. Les ribosomes permettent la traduction. Les ribosomes sont constitués de deux sous-unités, formées elles-mêmes par des protéines et de l'ARN ribosomal. La structure totale est appelée ribosome 80S. Ce S est une unité de mesure en gradient de densité. Les ribosomes sont constitués d'une petite sous-unité, la petite sous-unité 40S, elle-même composée d'ARN ribosomal 18S et de 30 à 40 protéines, et une grande sous-unité 60S. Les deux ensemble vont s'associer, s'assembler pour former le ribosome 80S. Les ribosomes sont libres dans le cytoplasme ou attachés au réticulum endoplasmique granuleux. Lorsqu'ils sont libres, les protéines synthétisées à leur niveau vont être des protéines intracellulaires simples. Lorsqu'ils sont attachés au réticulum endoplasmique granuleux, les protéines complexes ou devant être sécrétées sont synthétisées. Les ribosomes sont le site d'accueil de l'ARN messager et des ARN de transfert activés portant un acide aminé. La grande sous-unité catalyse la formation de la liaison peptidique. La petite sous-unité a un rôle d'échafaudage. À la fin de la traduction, les ribosomes sont désassemblés et réutilisés. La synthèse protéique obéit à des grands principes. Ces principes permettent la lecture des triplets de nucléotides via le code génétique. Le code génétique est universel, bien qu'il soit un peu différent au niveau des mitochondries. Il est non ambigu, c'est-à-dire qu'un codon code pour un acide aminé et jamais deux. Il est dégénéré. 61 codons sont possibles pour coder pour des acides aminés. Il y a également 3 codons qui permettent de coder pour un arrêt de la traduction. Seulement 20 acides aminés existent chez les eucaryotes. Certains acides aminés vont être codés par un seul codon, comme le tryptophane et la méthionine, et d'autres vont être codés par plusieurs codons, jusqu'à 6 codons pour la leucine, l'arginine et la sérine. La lecture via le code génétique est continue et non chevauchante. Il n'y a ni espace ni ponctuation, on ne saute jamais de lettres. Ainsi, la lecture de la séquence ci-dessous va se faire par les triplets AAG, puis GCA, puis CAGA, puis AGC.
Chez les eucaryotes, la traduction de toutes les protéines commence par une méthionine, qui est souvent clivée à la fin de la traduction, en modification post-traductionnelle. Il est également possible d'avoir des méthionines à l'intérieur de la séquence des protéines qui ne seront pas des codons stop, des codons d'initiation. Chez les prokaryotes, le codon initiateur est une N-formylméthionine qui est formée par liaison covalente d'un groupement aldéhyde. Il est important de connaître la séquence AUG du codon initiateur. Il est également important de connaître les codons qui codent pour la terminaison de la traduction. Les codons terminateurs sont UAA, UAG et UGA. Pour être reconnus comme sites d'arrêt de la traduction, ils doivent être en phase avec la lecture de la séquence. Par exemple, dans cette séquence AAC, AUA, AGA, CAC, j'ai un enchaînement UAA qui est à cheval sur deux triplés. Cet enchaînement UAA ne sera pas reconnu comme un site de terminaison de la traduction. Dans l'exemple dessous, CAA, GAC, CAG, UAG, le codon stop codé par UAG est cette fois en phase. Il sera reconnu et la traduction s'arrêtera là. Plusieurs mécanismes moléculaires sont en jeu dans la traduction. Lors de l'initiation, des facteurs d'initiation de la traduction, qu'on appelle EIF, prennent en charge l'ARN messager et recrutent une sous-unité 40S portant un ARN de transfert activé couplé à une méthionine. L'ensemble forme un complexe qui recrute ensuite à son tour la sous-unité 60S. L'ensemble forme le complexe d'initiation 80S avec le codon AUG de l'ARN messager et l'ARN de transfert couplé à la méthionine dans ce qu'on appelle le site P. Le complexe d'initiation va être formé de trois chambres, de trois sites A, P, E, dans lesquels vont se faire les réactions chimiques. Le site A, pour aminoacyles, est le site ribosomique le plus fréquemment occupé par l'aminoacyle ARNT. Dans le site A, l'aminoacyle ARNT fonctionne comme un accepteur lors de la formation de la liaison peptidique. Le site P, ou peptidyle, est le site ribosomique le plus fréquemment occupé par le peptidyle ARNT, c'est-à-dire l'ARN de transfert qui porte la chaîne polypeptidique en croissance. Le site P est aussi appelé le site sensible à la puromycine, un antibiotique qui a des similitudes structurales avec une partie de l'aminoacyle ARNT. Quand la puromycine se trouve au site A, elle peut former une liaison peptidique avec la chaîne polypeptidique en croissance et arrêter ainsi la synthèse peptidique. Le site E ou exit est le site ribosomique occupé par l'ARN de transfert qui va partir du ribosome, s'échapper. L'élongation se produit en plusieurs étapes. Au début de l'élongation, les sites E et A sont libres. Le site P est occupé par l'ARN de transfert qui porte la méthionine. Un deuxième aminoacyle ARNT va venir se fixer
sur le codon qui suit le codon AUG. L'aminoacide porté par cet ARN de transfert correspond à ce qui est codé par ce codon. Une liaison peptidique va être réalisée entre les deux acides aminés, ce qui va libérer l'ARNT du premier acide aminé, celui qui porte la méthionine. Ces deux acides aminés et l'ARNT qui le portent sont actuellement dans le site A. L'ARNT libre est lui dans le site P. Le ribosome va migrer légèrement vers l'extrémité 3' de l'ARN messager. En cours de lecture. Ceci va libérer le site A. L'ARNT portant les deux acides aminés se retrouvera alors dans le site P et l'ARNT libre dans le site E par lequel il va pouvoir s'échapper. Un troisième aminoacide ARNT approprié va venir se fixer dans le site A. Une liaison peptidique va être réalisée entre le deuxième et le troisième acide aminé, ce qui va libérer l'ARNT du deuxième acide aminé. Le ribosome va se décaler légèrement, etc., etc. Voici une représentation des mouvements du ribosome. D'abord, la chaîne en cours de synthèse est dans le site P. Un aminoacide ARNT rentre dans le site A. Cet aminoacide ARNT correspond au codon suivant. La liaison peptidique est formée par une enzyme qui s'appelle une peptidyltransférase. Ceci libère le premier ARNT. Le ribosome se décale et l'ARNT libre s'en va. Et le cycle recommence. La terminaison de la traduction a lieu lorsque le codon est un codon stop. Un facteur terminateur de traduction, ERF, Eukaryotic Release Factor, va venir se fixer sur le codon stop de l'ARN messager. Ce codon stop est l'un des trois possibles, UAA, UAG ou UGA. Le dernier acide aminé se détache de l'ARN de transfert et la protéine est libérée par son extrémité C-terminale, COOH. Lors de la traduction d'un ARN messager en protéine, l'ARN messager est parcouru simultanément par plusieurs ribosomes. On parle de polyribosome. Un ribosome est chargé quand le ribosome précédent a parcouru déjà environ 100 nucléotides. Ceci permet une grande efficacité de la traduction. Une fois de plus, par ce lien, je vous propose une vidéo YouTube sur la traduction qui permettra de mettre en image ce cours. Les protéines à destinée intracellulaire ne portent pas de signal particulier et sont synthétisées par les ribosomes libres dans le cytoplasme. Par contre, les protéines à destinée nucléaire doivent, une fois synthétisées dans le cytoplasme, repartir vers le noyau. Elles portent une séquence NLS pour Nuclear Localization Signal. Cette séquence va permettre l'adressage des protéines. Les protéines à destinée mitochondriale et peroxysomale portent des signaux spécifiques, ce qui les fait rejoindre leur lieu d'activité.
Les protéines synthétisées subissent des modifications post-traductionnelles. C'est une maturation qui a lieu après la traduction pour que les protéines soient actives. Cette maturation implique la mise en place de la conformation, c'est-à-dire la structure dans l'espace des protéines, la formation de ponts disulfures, le clivage, c'est-à-dire la coupure d'un segment de protéine pour la rendre active, et des modifications chimiques comme la glycosylation ou bien encore la phosphorylation. Très tôt, les protéines, au moment de leur synthèse, vont être prises en charge par d'autres protéines qui vont les aider à prendre la conformation attendue. Ces molécules sont appelées molécules chaperones. Elles aident au repliement adéquat des protéines, leur permettant d'être fonctionnelles. La famille des molécules chaperones la plus importante, la plus connue, est la famille des protéines HSP, pour Hitchcock's protein. Les radicaux thiol des cystéines peuvent établir des liaisons covalentes selon la formule suivante. Ils forment alors ce qu'on appelle des ponts disulfures entre acides aminés. Cette liaison peut être établie spontanément lors de la synthèse de la protéine lorsque les conditions d'oxydoréduction et de conformation sont favorables. C'est une oxydation qui est stable en milieu physiologique, mais qui peut être réduite avec certaines molécules. L'insuline est l'hormone de régulation du glucose dans le sang. La structure de l'ARN messager indique 4 parties pour la protéine. Une séquence signal, une partie appelée peptide B, une partie appelée peptide C et une appelée peptide A. Seuls les peptides B et A sont retrouvés dans l'hormone active. Ceci implique des modifications post-traductionnelles. L'insuline est synthétisée sous forme de pré-pro-insuline. Cette pré-pro-insuline va subir plusieurs maturations pour obtenir l'insuline active. La première étape est le clivage de la séquence signal. On obtient un peptide plus court. La formation de 3 ponts disulfures à l'intérieur du peptide A et entre le peptide A et le peptide B va permettre le repliement de ce peptide. Puis, le peptide C va être clivé. On obtient alors